Salut les auditeurs, c'est Greg. Salut, c'est Hermano. Comme vous avez pu l'entendre, Denis Boucher nous a fait une magnifique introduction commerciale au début de cet épisode du podcast. Comme on évolue et dans le cadre d'une relation win-win, il est possible qu'à partir des épisodes d'aujourd'hui, vous entendiez ce genre de messages commerciaux. Ceci va nous permettre évidemment de développer encore plus ce podcast parce que vous l'aimez, nous on l'aime aussi et puis on a des ambitions pour ce podcast, hein Hermano? Oui, tout à fait Greg. Sur ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à l'épisode du jour. Allez, bonne écoute. Salut les sportifs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Nakan. Un épisode avec un goût un peu particulier parce que j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'être reçu dans le studio de Monsieur Nakan. De Grégory, hein, vous l'aurez bien compris. Je me suis déplacé en Suisse et on enregistre cet épisode physiquement, en présentiel pour vous. Alors, on n'a pas encore mis en place un système de live, mais peut-être que ce sera pour clôturer la saison 2. En tout cas, salut à toi Greg. Salut Hermano et bienvenue ici à Froideville en Suisse chez moi. Alors studio d'enregistrement, c'est un petit peu pompeux, hein. C'est la table de ma salle à manger qui nous sert aujourd'hui de studio d'enregistrement. Ouais, effectivement. En tout cas, moi j'aimerais bien vous faire partager, chers amis auditeurs, cet endroit dans lequel on se trouve. Alors déjà, je trouve que le nom de ton village porte vraiment très bien son nom aujourd'hui, parce qu'on a commencé cette journée spéciale, enfin cette journée dédicacée à Nakan, le podcast, mais aussi Nakan, le rédacteur du blog, par aller faire un petit run, qui n'était pas si petit que ça. On s'est fait 10 km dans la forêt de Froideville, où j'ai pu fouler ton parcours d'entraînement, Greg. Oui, un de mes parcours d'entraînement. Hein. Comme je disais, il y a des possibilités infinies dans les bois du Jura autour de chez moi. Voilà, et donc c'était vraiment une très belle expérience. Alors, je trouve que le paysage, je te l'ai dit, hein, se rapproche un petit peu du paysage qu'on peut avoir au Luxembourg, mais maintenant tu vas avoir la pression, tu vas être obligé, un de ces quatre, de venir au Luxembourg. Ouais. Disons qu'on fera ça pour clôturer la saison 2. Hein. Je crois que de toute façon, le rendez-vous, il est donné maintenant. Voilà, c'est acté. Il te reste quelques mois pour préparer. Voilà. Enfin bref, voilà. On voulait vous faire partager ça et moi, je voulais particulièrement vous faire partager ça. On est dans le salon de Greg. Il nous a mis un mur anti-bruit, enfin anti-reflet des bruits. Donc on est face à notre mur avec nos alvéoles pour que le son soit le plus limpide, le plus parfait possible. Et puis je vois derrière nous tout un tas de médailles, de montres, de produits que Greg a ou va tester. En tout cas, c'est une très bonne ambiance. Je te remercie de me recevoir dans ton cocon et j'ai hâte d'avancer sur cet épisode. Écoute, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici et puis encore plus que c'est le dernier épisode de cette première saison qu'on enregistre aujourd'hui ici. On a eu le plaisir d'aller rencontrer Pierre Morat lors de notre dernier épisode où on disait que c'était le dernier invité de notre première saison. Certains auditeurs sur les réseaux sociaux nous ont dit « Oh non, déjà la fin de la première saison !» Donc voilà, maintenant on conclut ça. On sait que maintenant, pour beaucoup de gens, il y a les fêtes de fin d'année qui vont prendre le dessus. Il y a pas mal de choses qui vont meubler jusqu'à mi-janvier, les retrouvailles en famille, les cadeaux, etc. Et nous, on va se retrouver justement à ce moment-là, à mi-janvier, pour plein de nouveaux projets pour la saison 2. Ouais, une saison 2 qui s'annonce assez impressionnante et qui devrait choyer vos douces oreilles d'auditeurs. Voilà. Écoute, Greg, ce que je te propose, c'est que on commence tout de suite vraiment dans le vif du sujet de ce dernier épisode, donc épisode 16 de la saison 1. Eh oui, déjà 16 épisodes. Donc 16 fois 2 semaines, puisqu'on publie toutes les 2 semaines, ça fait donc 32 semaines que l'on est avec vous et qu'on s'est lancé dans ce projet. Greg, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous écoute surtout, parce que voilà, sans auditoire, un podcast n'est rien. C'est juste une bande de copains qui s'amusent à parler dans le micro. C'est ça. Donc aujourd'hui, au programme, on a dit qu'on allait commencer par la technique et notamment la consolidation du marché des produits et des montres connectées. Je pense que tu es le plus à même de nous parler de tout ça, alors je te passe le micro, Greg. Écoute, c'est sympa. On a décidé pour ce dernier épisode du podcast de faire un petit peu la rétrospective de ce qui s'est passé sur ces années 2019 et effectivement sur le marché
du sport connecté, de la technique, de la technologie qu'on utilise dans le sport. Il y a eu de nouveau une année complètement folle. On a vu des marques sortir du bois avec des produits qu'on n'attendait absolument pas en début d'année. On a vu de la consolidation. On a vu des trends qui s'annoncent très très clairement pour les années à venir. Je pense que la première grosse indication qu'on a eue dès le début de l'année, c'est le rachat de TACX par Garmin. Ça donne vraiment l'indication de où va le sport connecté et le e-sport. En particulier parce que Garmin rachète TACX, qui est un fabricant de home trainer, mais pas seulement, qui est aussi fournisseur de solutions logicielles pour le home trainer. Et puis surtout, Garmin, a priori, n'a pas envie de rater le virage e-sport et Swift-like, en tout cas dans le cyclisme, et être fournisseur de matériel, donc de home trainer, qui est vraiment le pas de porte et l'entrée dans ce monde-là. Pour Garmin, c'était un virage à ne pas manquer. Et puis comme il s'était pas lancé dans ce marché avant, il fallait racheter une entreprise qui avait déjà des compétences là-dedans. Et donc du coup, voilà, le choix s'est porté sur TACX. Je pense que ça aurait pu être tout aussi bien Wahoo. Mais en l'occurrence, c'est TACX, et là, Garmin va mettre le paquet là-dessus, et je pense qu'en 2020, on aura pas mal de nouveautés là-dessus sur le home trainer, le sport connecté, le e-sport de la part de Garmin, et ça risque de frapper très fort. Ouais, je pense que l'année 2020, effectivement, ça sera l'émergence d'un nouveau marché, en fait, puisque si Garmin s'attaque au rachat d'un fabricant, comme tu l'as dit, comme TACX, j'en attends beaucoup d'évolutions. Notamment, ça fait des années que sur Home Trainer, on a un petit peu des difficultés à mesurer son effort. Il faut un peu bricoler, bidouiller, mettre des capteurs sur la roue arrière. Alors, maintenant, un peu moins avec ces nouveaux Home Trainer qui commencent à être connectés, mais je me dis que on sera vraiment dans un écosystème où là, on pourra sans même changer d'appareil, avoir le suivi de son entraînement, que ce soit en intérieur, en extérieur, avec du matériel, sans matériel. Tout ça peut-être simplement à base d'un écran qu'on portera au poignet, quoi. Ouais, ou qui vient se fixer, une tablette qui vient se fixer sur le guidon du vélo. TACX le propose déjà, enfin de Garmin, quoi, du coup. Ouais. Et ça arrive. Mais surtout, ce qui est important, il y a vraiment les deux parties. Il y a le matériel, et là tu l'as dit, on attend pas mal d'innovation. Garmin qui a déjà commencé à intégrer sa propre technologie dans les capteurs des home trainers TACX, avec notamment l'intégration de maintenant toutes les Cycling Dynamics qui étaient fournies par les Garmin Vector, donc les pédales de mesure de puissance, on les retrouve maintenant dans le dernier TACX Neo, et donc ça va continuer à arriver, et puis on aura de plus en plus de données qui seront fournies par les capteurs de puissance. Et puis d'un autre côté, il y a la partie logicielle, et là actuellement Swift est vraiment l'archidominateur du marché du monde virtuel et du e-sport dans le domaine du cyclisme. Et je pense que Garmin, d'une part, veut participer à cet essor de Swift, mais veut également, je pense, avoir sa part du marché aussi et sa part du gâteau, et puis mettre un pied là-dedans. Je vois pas Garmin simplement assister en spectateur à l'essor de Swift. Je pense qu'ils vont vouloir attaquer ce marché-là avec leur propre solution. Ouais, donc je pense que 2020, 2021, on va avoir des beaux joujoux pour se lancer un peu plus encore dans le e-sport. Voilà, donc je pense que ça va être très intéressant. Et puis là, on parle de cyclisme, mais Swift s'attaque aussi au marché de la course à pied. Donc si vous avez un tapis de course chez vous, vous pouvez aussi faire de la course à pied virtuelle dans Swift. Et donc ça laisse encore la porte ouverte à plein d'autres possibilités. Ouais. Alors du coup, sur ces sujets qu'on vient d'aborder, ça nous permet aussi de plugger pas mal d'épisodes qu'on a fait cette année, puisqu'on parle tu as parlé d'avoir plus de données qui vont sortir de tous ces appareils, notamment avec l'émergence Garmin TACX ou TACX Garmin. Donc ça nous renvoie un petit peu à l'épisode qu'on a fait sur ce que font ces fabricants de nos données personnelles. On a parlé aussi de s'entraîner en indoor. Ça renvoie aussi sur un des derniers épisodes qu'on a fait où arrivant dans la période hivernale, on travaille un peu plus sur home trainer ou sur tapis de course. Voilà, chers auditeurs, on vous invite, si vous le souhaitez, à aller faire un petit tour sur notre site et à réécouter tous ces épisodes, et éventuellement à interagir avec nous, à nous faire vos commentaires et nous dire ce que vous en avez pensé. Tout ça nous amène peut-être sur l'autre sujet, c'est-à-dire qu'il y a eu le rachat de TACX par Garmin, mais il y a eu d'autres rachats aussi cette année. Oui, il y a eu un rachat qui est important dans le domaine du
de la montre connectée et de la santé connectée, je pense, plus que dans le sport vraiment, mais dans l'objet de tous les jours, c'est le rachat de Fitbit par Google. Google, c'est un géant qu'on présente plus, hein, et Fitbit aussi. Et donc on imagine... Google, hein, je vois pas. On imagine le potentiel qu'il y a en mergeant les technologies des deux acteurs Google et Fitbit. Quand on prend Wear OS, donc qui est l'operating system de la plupart des montres connectées qui ne sont pas des Apple Watch, et puis quand on prend tout le savoir-faire de Fitbit sur le suivi d'activité, sur la quantification de la santé, de l'activité, du sommeil, de la mesure de la fréquence cardiaque et tout ça, on se dit que là il y a aussi un énorme potentiel et que cette acquisition montre encore une fois combien Google ne veut pas rater cette part de marché sur la santé connectée et puis ben voilà, en rachetant Fitbit, Google s'économise en fait énormément d'investissements en recherche et développement et puis permet aussi de rattraper un retard qu'ils ont maintenant sur le marché par rapport à ça. Les montres connectées Wear OS sont très très bien en termes de fonctionnalités comme des lecteurs de musique, comme de consulter ses emails, des applications qui sont déjà l'écosystème de Google. Mais par contre, c'est vrai que la santé connectée, etc., c'était un peu balbutiant et là un gros pas en avant pour Google en 2020. Ouais, sauf qu'à la différence de la première acquisition dont on a parlé, Garmin s'était encore jamais lancé dans la fabrication de produits comme le fait TACX, alors que dans cette acquisition Fitbit par Google avait déjà tenté de se lancer dans les montres connectées. Ça a été un peu un échec, si ce n'est le fait que leur OS équipe pas mal de montres connectées d'aujourd'hui, mais donc ça leur épargne aussi pas mal de recherche et développement, ça va leur permettre de revenir un petit peu sur ce marché-là, et puis certainement de faire un pied de nez aussi à Apple, qui a fait connaître pendant cette année 2019 que son nouvel objectif, c'était la santé connectée. Donc on va, je pense, à nouveau cette année, assister à un match Google versus Apple, avec Apple qui va certainement nous proposer des produits beaucoup plus léchés, beaucoup plus, hype, beaucoup plus luxueux, là où Google va proposer plutôt des appareils à la Fitbit, c'est-à-dire quelque chose d'assez propre, d'assez fonctionnel, d'assez facilement utilisable, mais qui ne sera pas à la hauteur d'une Apple Watch, très certainement. Alors, en tout cas, pas intégré à l'écosystème Apple. On sait que c'est vraiment leur énorme force, hein. C'est qu'on n'utilise pas une Apple Watch si on a un smartphone Android, alors qu'une montre Wear OS, on pourra l'utiliser avec un iPhone ou avec un téléphone Android quelconque. Et donc, du coup, voilà, c'est la force et la faiblesse en même temps de Apple. Et c'est souvent la critique qui revient souvent, c'est que si on veut une Apple Watch, il faut un iPhone. Si on veut un iPhone, il faut tel accessoire. Enfin bref, au bout d'un moment, on se retrouve à être vraiment dans un écosystème complet. Et voilà, moi je pense que c'est la force d'Apple, mais d'un autre côté, ça peut effectivement rebuter à choisir une Apple Watch si on n'a pas un iPhone. Mais comme tu le dis, je pense que leur force, c'est vraiment de finir le produit en fait. C'est un petit peu comme je disais avec Polar par rapport à Garmin, c'est que Garmin rajoute des fonctionnalités sans arrêt, rajoute, tandis que Polar rajoute une fonctionnalité, mais l'intègre complètement à son système. Quand on a vu, par exemple, le Night Sleep de Polar qui a été intégré jusqu'au niveau de la récupération et puis qui est intégré dans tous les algorithmes de récupération, quand Garmin propose une analyse du sommeil, ça donne les indications sur le sommeil. Puis on passe à la fonction suivante, tandis que Polar finit l'intégration de ce truc-là vraiment jusqu'au cœur de son système. Et c'est pareil pour Apple. Je pense qu'ils prennent la peine d'aller vraiment finir l'intégration et ça fait une grosse différence. Ouais. Donc très certainement que Google va s'inspirer un petit peu de tout ce qui a été fait par Fitbit et puis rentrer un peu plus dans cette finalisation de la création du produit et de ses fonctionnalités. Voilà, je pense. Et je pense que c'est vraiment la grosse force. Maintenant, la grosse inconnue qui reste, c'est qu'est-ce qui va advenir des montres Fitbit et des bracelets Fitbit? Est-ce que ça va continuer à exister? Est-ce que Google va juste reprendre la technologie et l'intégrer juste aux montres Wear OS? On ne sait pas trop encore ce que Google va décider de faire à ce niveau-là. Bon, sachant qu'en général, aussi bien Google que Apple, c'est très rare qu'ils laissent une marque subsister
marché à côté et souvent ils l'intègrent dans leur giron de marque. Alors effectivement, si on pense au Nexus, ça s'appelle toujours Nexus, mais c'est Nexus by Google. Quand on pense chez côté Apple à Nest, Nest c'est Nest by Apple et c'est pas deux marques qui subsistent chacune de leur côté. Donc à croire, on peut imaginer que Fitbit va vraiment rentrer dans le giron de Google. Est-ce que ça va continuer à s'appeler Fitbit ou est-ce que ça va s'appeler les bracelets Google, les montres Google, les Google Watch C'est une bonne question parce que je pense que si c'est un produit qui marche très fort, prenons les casques audio Beats par exemple qui ont été repris par Apple, la marque est restée parce qu'il y avait un attachement à cette marque et sur le marché il y avait vraiment un gros intérêt pour cette marque. Apple n'avait absolument aucun intérêt à la faire disparaître et à la rebrander Apple. Par contre, Fitbit, on sait que les ventes ont été décevantes sur les dernières années. La Ioniq ou les dernières Versa n'ont pas été vendues à la hauteur des attentes de Fitbit. Et probablement que c'est aussi ce qui les a mis un petit peu en difficulté ou en état de faiblesse et qui a permis le rachat de Google à un prix probablement intéressant parce que les performances de Fitbit au cours des dernières années n'ont pas été celles qui étaient attendues par les investisseurs. Donc, ça, c'est peut-être déjà un signal sur le fait que le matériel Fitbit ne rivalise plus par rapport à des Apple Watch, à des montres Garmin. Et donc, du coup, peut-être que vraiment, c'est la technologie qui va être intégrée dans les montres Wear OS de Google. Mais j'ai peu de raisons de penser que la production des montres telles qu'on les connaît maintenant de Fitbit va perdurer encore très longtemps. Oui. On parle de montres là. Moi, il y a d'autres montres qui se sont très très bien vendues cette année et en tout cas qui sont très dignes d'intérêt. Alors, on peut très rapidement passer en revue sur ce qui s'est passé chez Garmin. Garmin, c'est le rouleau compresseur. Maintenant, c'est sur deux rails qui vont tout droit. On a une locomotive qui pèse 50 tonnes et qui roule à vitesse constante. Et cette année, on a sorti la Fenix 6 et voilà, succès commercial. Donc, c'était déjà gagné d'avance, quasiment. Chaque année, c'est déjà quasiment gagné d'avance. Mais malgré tout, la marque continue à innover, à proposer des choses nouvelles, à proposer des choses intéressantes. Alors, certes, chaque année, les différenciateurs par rapport à l'ancien modèle sont un petit peu plus faibles, mais Garmin a quand même bien bossé sur sa Fenix 6 et je dois dire que sur le papier, ça donnait quand même quelque chose de très intéressant par rapport à la Fenix 5 Plus, même si les différences sont plus aussi flagrantes qu'entre une Fenix 3 et une Fenix 5. C'est vrai que quand on regarde Garmin, alors pas jusque dans la façon dont le produit est fini, mais je trouve que ils s'apparentent quand même pas mal à Apple sur leur stratégie commerciale. C'est-à-dire c'est vraiment un rouleau compresseur qui passe, qui ramasse tout ce qui traîne, qui va souvent chercher à la concurrence. J'en suis par exemple un bon exemple. J'ai été Polar pendant de nombreuses années et puis j'ai pas été très satisfait des derniers produits et je suis passé chez Garmin et j'en suis plutôt content. Un peu moins sur le site internet, enfin sur les à côté de la montre que je trouve un petit peu light, mais malgré tout je suis assez content de Garmin. Et comme tu le dis, la différence entre un modèle des années précédentes et le nouveau modèle tend à diminuer. Alors ça, je pense pas que ce soit forcément propre à Garmin ou à Apple. C'est certainement dû au marché tel qu'on le connaît. Il y a 10 ans, je pense qu'il était beaucoup plus facile d'innover en proposant un iPhone 1, voire un iPhone 2, le passage du 1 au 2 était juste exceptionnel. On changeait d'écran, on changeait de fonctionnalité, on changeait la mémoire. Maintenant, entre l'iPhone 10 et le 11, à part rajouter une troisième caméra, il n'y a pas grand chose qui change. De la même manière, sur une Fenix 5 Plus, passer à la Fenix 6, on va améliorer un petit peu la qualité du bracelet, améliorer un peu la qualité de l'écran, quelques fonctionnalités, mais la différenciation est pas énorme. Malgré tout, je trouve que dans la stratégie commerciale, c'est quand même assez proche d'Apple. Mais, il y a aussi d'autres marques qui émergent et qui arrivent à bien sortir la tête de l'eau. Oui, alors cette année, ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point une marque comme Coros, par exemple, est arrivée avec des produits extrêmement matures. On parlait d'un niveau de maturité, tu parlais de la Fenix 5 Plus, et puis difficile de trouver des nouvelles fonctions à ajouter en une année à la Fenix 6, parce qu'en R&D, ça coûte très cher. Et puis technologiquement, on arrive aussi à la limite technologique des écrans. Maintenant, on commence à intégrer des écrans solaires. Enfin, voilà, les différences sont vraiment de plus en plus fine. Par contre, Coros qui a commencé, moi j'ai découvert cette marque lors du CES au début de l'année 2018, lorsque j'étais à Las Vegas, je suis tombé sur leur stand mais je connaissais absolument pas leur marque et puis j'ai dit tiens, cette marque là, ils vendent des Garmin 735 XT.
Et en fait, je me suis approché, j'ai vu que ces montres, c'était pas tout à fait des Garmin 735 XT, mais c'est extrêmement proche. Mais quand on voit la montre, on a vraiment l'impression. Tiens, je vais faire un test avec toi, Hermano. Ah. Alors je vous explique, hein, chers auditeurs, Greg s'est levé du banc sur lequel on était assis et il est en train d'aller chercher ses montres qu'il a déjà testées et il est en train de me sortir une Coros, ok. Donc voilà, ça c'est la montre, c'est la Coros Space. Donc malheureusement la batterie est déchargée, donc tu vas pas pouvoir la mettre en route. En tout cas, tu l'as déjà bien utilisée. Je l'ai déjà bien utilisée. Elle a servi au test de la montre et puis ensuite tout l'écosystème software de Coros pendant que j'étais en train d'évaluer cette marque. Et puis, voilà, je suis tombé sur leur stand de CES et il y avait cette montre-là qui était exposée. De loin, j'ai vraiment pensé à une Garmin 735 XT. C'est vrai qu'elle en reprend quasiment tous les codes. Et il disait qu'il voulait arriver dans le courant de l'année 2018 à un niveau fonctionnel équivalent à cette montre d'entrée de gamme de triathlon de Garmin. Et puis, au fur et à mesure de l'année 2018, ils ont rajouté des fonctionnalités dans cette montre. Puis, ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle l'Apex, qui était un petit peu plus avancé, donc qui proposait un petit peu plus de fonctionnalités, une nouvelle ergonomie avec une couronne rotative un petit peu à l'image de l'Apple Watch. Et début 2019, ils ont annoncé la Coros Vertix. Alors ça, c'est vraiment le gros modèle haut de gamme qui vient concurrencer, je pense, au niveau fonctionnel, à peu près la Fenix 5. Donc on n'est pas avec de la cartographie, de la musique, etc., comme sur la Fenix 5 Plus ou comme sur la Fenix 6. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un niveau fonctionnel qui commence à devenir très intéressant. Et pour une marque qui a débuté, je dirais, il y a 2 ans maintenant, arriver sur le marché avec des produits aussi aboutis, je trouve ça absolument impressionnant. Et vraiment, au niveau tarif, au niveau fonctionnel et au niveau plateforme application, c'est pas Garmin, mais c'est très très proche et surtout en très peu de temps. C'est vrai que quand on te suit un peu, qu'on regarde ton Instagram, ton site où tu fais tout un tas de tests de produits, on sent bien qu'il y a un certain affect, une certaine propension à mettre en avant Coros, qui a l'air d'être une marque qui a vraiment emporté ton coup de cœur. Alors, mettre en avant, moi je pas forcément mettre en avant. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est objectivement dire que ces montres, elles tiennent la route, elles tiennent la comparaison face à une Fenix 5 de Garmin. Alors certes, la Fenix 5 est sortie avant la Coros Space ou quasiment en même temps. Donc Coros a encore quelques années de retard en termes de développement, mais par contre, la vitesse à laquelle ils arrivent à implémenter les fonctionnalités, c'est absolument impressionnant. Pas plus tard que le mois passé, je publiais sur le site le test du Coros Running Pod, qui est directement un concurrent au Running Dynamics de Garmin. Donc, il fournit aussi de la puissance de course à pied, de l'oscillation verticale, du temps de contact au sol, etc. Donc, l'évolution des montres Coros continue et va se rapprocher, à mon avis, à vitesse grand V des montres de Garmin. La prochaine étape, je pense que ce sera un secret pour personne, c'est que Coros risque bien d'annoncer début 2020 de la cartographie sur ses montres, parce que quand on connecte la Coros Vertix à son ordinateur, il la détecte comme une clé USB de 4 Go de capacité de stockage. Actuellement, il n'y a aucune fonctionnalité sur la montre qui nécessite plus de quelques mégas pour stocker juste les données de parcours, les données de santé au quotidien qu'elle accumule. Donc, pourquoi avoir mis 4 Go là-dedans si ce n'est pour proposer des fonctionnalités en plus à l'avenir dans la montre? Il n'y en a aucune et ça coûte de l'argent dans la production de la montre. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et à mon sens, c'est de la cartographie qui va arriver là-dessus très prochainement. De la musique, de la lecture vidéo pendant qu'on court ou qu'on est sur le vélo, non J'ai essayé ça un 1er avril. Les fidèles du site comprendront. Mais plus sérieusement, je pense que Coros, à l'avenir, peut devenir un concurrent très sérieux à Garmin. Pour l'instant, je pense qu'en termes de volume de vente, c'est insignifiant. Mais s'ils continuent sur leur lancée et que Garmin continue à pratiquer des prix qui sont quand même relativement élevés sur le marché, Coros a quand même quelques centaines de dollars plus bas. Ça risque de donner des montres très très intéressantes. Alors ce qui est intéressant avec Garmin, puisque on parlait de Garmin, c'est que tu dis effectivement qu'ils ont un positionnement assez élevé, un peu à la Apple, sur les montres, mais sur les montres plutôt haut de gamme, parce qu'en entrée de gamme, ils ont des tarifs tout à fait abordables.
On prend une Vivo Active, 3 ou 4, on n'est pas loin de 200 € la montre, ce qui est relativement élevé, je te l'accorde, mais ce qui est loin d'une Fenix. Alors on n'a effectivement pas les mêmes fonctionnalités, mais pour commencer, avec une montre de sport, je pense que c'est tout à fait abordable. Alors c'est abordable, mais chez Garmin, il y a toujours ces détestables limitations logicielles. Prenons par exemple les différences entre les Polar Vantage M et V, qui ont au niveau logiciel quasiment les mêmes fonctionnalités, ou en tout cas qui sont pas bridés en termes de profil sportif. C'est-à-dire que si je commence le triathlon, mais que je veux pas investir trop cher dans une montre, la Polar Vantage M offre un profil de triathlon. Chez Garmin, si je veux un profil de triathlon, la montre la moins chère, c'est la 735 XT qui commence à dater maintenant vraiment beaucoup. Et sinon, y a peu de montres en entrée de gamme, il y en a même quasiment aucune qui permet d'enregistrer un profil de triathlon. On n'a pas de modèle de montre multisport triathlon qui est accessible. Et ça, c'est dommage. Et là, je viens de déballer la Sigma ID3 qui coûte 150 €, qui est une montre de triathlon complète. Donc, il manque, à mon avis, quand même un modèle comme ça chez Garmin. Oui. Et du coup, chez Coros, on va pouvoir trouver ce type de montre avec un profil tri dans des tarifs qui sont beaucoup plus abordables. À moins de 200 $, prix de vente aux États-Unis, la Coros Space, qui est toujours vendue maintenant, propose un profil de triathlon complet. Ouais. Ok. Alors tout à l'heure, avant qu'on enregistre cet épisode, tu me montrais un petit peu d'autres tests que tu es en train de faire. On parlait de ton planning de test pour le blog nakan.ch qui est full. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes constructeur de produits connectés sportifs, ne comptez pas passer sur le planning de Greg avant mars-avril. Bref, on sort un peu de la feuille de route de l'épisode qu'on s'était donné, mais tu fais aussi des tests de compteurs de vélo, par exemple. Oui. Et là-dedans aussi, il y a des nouvelles marques qui émergent et qui ont emporté ton attrait, ton intérêt? Alors, là aussi, Garmin archi-domine avec sa série Edge depuis longtemps, mais cette année, on a Wahoo Fitness qui a sorti le Element Roam, donc un de leurs nouveaux compteurs, et celui-là, il est vraiment aussi très prometteur. Cartographie, navigation, simplicité de configuration. Chez Garmin, on est bientôt en 2020, on peut toujours pas configurer ni son Edge, ni sa Garmin Fenix ou n'importe quelle autre montre depuis son smartphone, enfin, ses écrans de données, etc. Chez Wahoo, c'est super facile à faire. Et puis là, je suis en train de finaliser les tests. Enfin, ils seront finalisés au mois de mars quand on pourra de nouveau rouler dehors. Mais du compteur Hammerhead Karoo, qui est un compteur basé sur Android, donc le même système d'exploitation que dans les smartphones, et qui propose la cartographie de manière vraiment extrêmement fluide et efficace. Donc c'est un gros compteur, il est très lourd. Les amateurs de col en montagne qui se préoccupent du moindre gramme de leur vélo ne vont pas monter ce compteur-là sur leur vélo. Mais par contre, c'est vrai que c'est un compteur qui est en termes de fonctionnalité très intéressant et qui là aussi, sur certains aspects, peut venir rivaliser avec des compteurs Garmin. Bah, c'est vrai que le gros compteur, tu m'as montré, avec des gros boutons qui pèsent un certain poids, ça ira peut-être mieux sur un vélo de VTT ou un vélo de gravel que sur un vélo de course sur lequel on va chercher à gagner le moindre gramme. Ça, c'est sûr. Par contre, pour faire du cyclotourisme ou de la rando, l'autonomie est juste incroyable. Et puis, la navigation sur cet écran tactile sous Android est vraiment très très efficace. Donc 2019, émergence de nouveaux constructeurs, enfin ou plus, oui, émergence parce que c'est pas l'apparition, mais de nouveaux constructeurs. Et puis 2020 qui promet de belles sorties, de beaux produits, et on va rentrer un petit peu dans une nouvelle ère des produits connectés pour les sportifs, à ton avis? Je pense qu'on en saura plus lors du CES de Las Vegas. J'y serai pas non plus pour le début 2020, mais je vais suivre ça de près depuis chez moi. Je pense que là on en saura un petit peu plus, même si l'effet d'annonce de CES depuis quelques années baisse un petit peu. C'est la raison pour laquelle aussi je me rends plus forcément à Las Vegas chaque année, parce que les marques préfèrent avoir leur propre slot d'annonce plutôt que de tout annoncer en même temps lors de la semaine du CES, parce que tout est noyé en fait dans tellement d'annonces que ça fait un tel bruit de fond qu'on n'entend même plus le message en fait. Mais je pense que là on aura déjà une vision un petit peu plus claire de là où vont aller les marques, parce que Garmin va quand même annoncer quelque chose, ils le font chaque année, d'autres marques aussi, donc on en saura peut-être un petit peu plus lors de la deuxième semaine du mois de janvier. Bon.
Et puis après, à l'IFA de Berlin aussi, un peu plus tard. Alors ça, c'est un petit peu plus tard. Moi, je pense que l'année prochaine, je serai à nouveau lors de l'Eurobike parce que là, il y aura probablement beaucoup de choses qui seront au mois de septembre en Allemagne, dans le monde du vélo, mais aussi pour rester en contact avec les marques. C'est important d'être sur ce genre d'event. Et puis IFA, effectivement, qui est plus grand public et puis qui est peut-être un petit peu plus sur les produits d'entrée de gamme. En l'occurrence, chez Garmin, c'est souvent les bracelets connectés et autres qui sont présentés là-bas, mais pourquoi pas retrouver des nouveautés aussi en 2020 à IFA. Écoute, je pense qu'on peut prendre rendez-vous pour l'Eurobike en 2020 et voire même peut-être envisager un épisode de Nakan là-bas. Oui, alors on n'a pas encore beaucoup discuté pour la saison 2, mais autour d'ici, il va se préparer plein de choses. On a ici en Suisse bientôt les Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont commencer. L'année prochaine, on a les mondiaux de cyclisme qui auront lieu à Aigle, donc à 20 minutes de chez moi. Donc il y aura plein d'events qu'on va pouvoir couvrir lors de la saison 2 du podcast. Attention, le podcast de Nakan rentre dans une nouvelle dimension. Non, je pense pas qu'on entre dans une nouvelle dimension, mais je pense que c'est aussi intéressant de s'immerger dans ce genre d'événement parce que c'est la thématique dont on parle sur le podcast, quoi. C'est intéressant. Alors, mais ça, c'est les events qui vont arriver en 2020. On était plus dans un objectif de rétrospective de 2019. À ce propos, en termes d'events, donc on a parlé de technologie, mais il y a aussi des événements sportifs assez importants qui se sont déroulés cette année. Par exemple, quel est l'événement sportif, toi, qui t'a marqué sur cette année 2019 ? Alors, il y en a eu pas mal. Je pourrais parler d'autres podcasts qu'on anime tous les deux et de certaines déceptions d'une personne qu'on suit et donc parler de ces épisodes-là. Mais je pense qu'il y a quand même une chose qui m'a bien marqué cet été et c'est pas parce qu'on l'a marqué dans les notes de l'épisode, enfin dans les préparations de notre épisode, c'est quand même le Tour de France qui, je pense, cette année est passé dans une nouvelle dimension. Ouais, alors effectivement, en l'absence de Chris Froome, je veux dire, on va pas se mentir, qui cadenassait la course depuis un certain nombre d'années, en tout cas l'équipe Sky qui cadenassait la course. Alors, pour autant, ma foi, c'est quand même... alors maintenant, il s'appelle plus Sky, il s'appelle Ineos, mais c'est la même équipe qui finalement remporte le Tour de France. Mais j'ai trouvé, en regardant le Tour de France, effectivement, que c'est la course la plus intéressante que j'ai vue depuis peut-être 6-7 ans. Ouais. Oui, et puis même dans l'ambiance que dégage ce Tour de France, je pense que ça a complètement changé. On n'est plus sur une recherche absolue de la vitesse, de la performance, modulo quelques assistances possibles externes. Je pense qu'on est vraiment revenu dans un tour sportif. Oui, et puis il avait vraiment un visage humain, ce Tour de France. Notamment, on doit beaucoup ça au coureur français Julien Alaphilippe qui a défendu bec et ongle son maillot jaune et qui vraiment a donné vraiment une dimension très très humaine à ce Tour de France. L'horreur qui est arrivée à la fin du Tour de France à Thibaut Pinot aussi, qui on s'identifie en tant que sportif à ces énormes déceptions au bout de l'effort. On sait à quel point c'est compliqué, à quel point c'est dur de donner chaque coup de pédale et d'essayer de défendre ces quelques secondes. Et puis on imagine aussi la déception quand il y a une blessure qui arrive dans l'avant-dernière étape du Tour. Et puis quand on voit encore des reportages avec ces coureurs qui sont après avec leur directeur sportif en larmes, ça donne vraiment une dimension humaine que je trouve qu'on avait vraiment perdu avec presque ces hommes-machines qui étaient les Wiggins, les Froome et autres de l'équipe Ineos. Et vraiment, j'ai trouvé ce Tour de France incroyable et très intéressant cette année. Ouais. Alors moi, je dois bien avouer que même si je réside au Luxembourg, je suis quand même français, franco-italien pour être précis. Et j'étais quand même effectivement très attristé pour Julien Alaphilippe quand il a dû... presque jeter l'éponge à 2 étapes de la fin du Tour de France. Moi, je l'aurais bien vu garder le maillot jaune jusque sur les champs et je pense que ça aurait été une énorme fierté pour ce pays qui accueille cette magnifique compétition de voir un Français monter sur la première marche. C'est vrai que quand il a pris son maillot jaune la première fois, personne l'imaginait en jaune si longtemps. Et surtout... Même pas lui, je pense pas. Non, je pense pas. Et plus les jours passaient, plus on se disait...
c'est magnifique qu'il arrive à le garder si longtemps, mais il le gardera pas jusqu'à la fin. Et puis finalement, alors il l'a pas gardé jusqu'à la fin, certes, parce que les dernières étapes de montagne, et en plus il y en a qui se sont passées dans des conditions dantesques, qui ont été raccourcies. Enfin bref, il y a eu des choses assez incroyables qui se sont passées, mais on s'est dit, mais finalement il était si proche. Ouais. Et ça, au début du tour, personne n'aurait mis la moindre pièce là-dessus, quoi. Alors effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, notre épisode d'aujourd'hui, c'est la rétrospective de 2019, mais permets-moi d'avoir encore une vue sur 2020, et je me dis que 2020, si on a un tour à cette hauteur, de cette grandeur, et surtout avec ce sportif et avec tous les autres, et notamment français comme Pinot, je pense qu'on aura vraiment de belles batailles et un tour magnifique. Et puis surtout, là, pour le coup, Alain Philippe sera attendu. Donc là, il arrivera plus innocemment à essayer de passer en douce, mais il sera attendu, et donc je pense qu'il va y avoir de la belle bagarre. Ça peut aussi être destructeur pour certains coureurs, hein, parce que là, il avait zéro pression sur le Tour de France 2019. Il est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et puis personne l'attendait vraiment. Donc, il s'était déjà illustré sur des courses d'un jour, ou des classiques, ou des courses courtes, mais c'est vrai que sur une course à étapes de 3 semaines, personne l'attendait là. Et donc, du coup, il avait aucune pression. Et tout ce qu'il a fait, c'était du bonus. L'année prochaine, peut-être qu'il aura un peu plus de pression, pas seulement par les médias ou par les spectateurs ou autres, mais peut-être déjà rien par lui-même. Sa pression interne. Sa pression à lui. Et donc du coup, ça peut transcender, mais ça peut aussi complètement, malheureusement, faire s'écrouler un coureur. Donc à voir comment il va gérer ça. Et puis je pense que le principal facteur qui va déterminer l'intérêt du Tour de France l'année prochaine, encore une fois, ce sera l'équipe Ineos. Parce que s'ils arrivent avec une équipe qui était aussi forte que lors des dernières années, et puis avec un Chris Froome qui est de nouveau leader, ou même un Bernal, ça peut cadenasser la course dès les premières étapes et rendre le Tour complètement inintéressant, comme on l'a connu aussi par le passé. Donc espérons que cette année, enfin l'année prochaine, on ait un aussi bel événement. Oui. Alors tu l'as dit, 2020, ça va être aussi un moment où il va y avoir beaucoup de beaux événements, et notamment en Suisse. Mais 2019, on a eu aussi de belles compétitions. Malgré tout, les mondiaux d'athlétisme n'étaient pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Ouais, alors ça, c'était un petit peu le côté décevant de cette saison 2019. Bon, il n'y a pas eu que ça, évidemment, mais ces mondiaux d'athlétisme en stade climatisé à Doha, ça a quand même... Donc en stade ouvert, climatisé. Ouvert, climatisé. Donc c'est dans le stade climatisé que ça a mis un coup de froid. Elle était facile, celle-là. Ouais, voilà, sur le sérieux de l'attribution des championnats du monde d'athlétisme en l'occurrence. Et je pense que le moment le plus honteux, c'était le marathon féminin. Alors, pour rappeler à ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, donc déjà le marathon est une épreuve hors stade, donc là il y a rien qui est climatisé. Il s'est couru à minuit au milieu de la nuit, donc imaginez déjà les autoroutes à Doha sur lesquelles on court le marathon. Déjà à la base il devait pas y avoir beaucoup de spectateurs, mais quand vous mettez ça à minuit, il y a personne au bord du parcours, donc vous courez le marathon des championnats du monde d'athlétisme dans l'anonymat le plus complet, et puis il faisait 80% d'humidité avec une chaleur qui était proche des 40 degrés ressentis. Donc des conditions absolument effarantes, et je crois qu'un tiers des coureuses n'est pas arrivé au bout du marathon parce que les conditions étaient dantesques. Et je crois que le 50 km marche, messieurs, j'ai moins suivi cette épreuve-là, mais je crois que c'était à peu près les mêmes conditions. Johan Diniz ne s'est pas privé de fustiger l'organisation et tout ce qu'il pouvait fustiger. Le marathon homme, par contre, s'est couru 2 jours plus tard dans des conditions qui étaient bien meilleures, mais bon, toujours au milieu de la nuit et pas de spectateurs au bord de la route. Donc voilà, un petit peu dommage quand même pour l'image de l'athlétisme, ces mondiaux à Doha. Ouais, espérons que les prochains relèveront la barre et que la compétition sortira son épingle du jeu, et qu'on aura vraiment une compétition, encore une fois, comme le Tour de France qu'on a vécu cette année, axée sur le sport et pas sur le besoin de faire une compétition et d'essayer d'aller chercher un peu d'argent ou je ne sais quoi, parce que finalement à Doha, je suis pas certain qu'ils avaient besoin de cette manifestation-là pour sortir leur épingle du jeu. Alors ça s'est négocié il y a bien des années déjà, mais non, c'est dommage pour les athlètes, femmes et hommes, et pour le sport en général, parce que même le stade, climatisé ou pas, n'a pas déplacé des foules.
Non, alors effectivement, à la fin, les dernières journées, je crois que le stade était rempli, mais c'est aussi peut-être artificiel parce que les organisateurs ont commencé à distribuer des billets gratuits à tous les travailleurs étrangers de la ville de Doha et même alentour, et donc du coup peut-être que le stade s'est rempli artificiellement. Quoi qu'il en soit, les premiers jours, le stade était vide, et puis les derniers jours, le stade était quasiment plein. Enfin, il n'était pas plein puisque la moitié des sièges étaient bâchés, mais voilà, la partie ouverte au public était remplie. Mais voilà, on peut pas vraiment dire que Doha c'est une terre de tradition d'athlétisme. Donc c'était un petit peu couru d'avance que les gens allaient pas forcément faire le déplacement, hormis les familles proches des athlètes qui concouraient, pour aller voir les championnats du monde là-bas. Et puis les locaux allaient pas se déplacer en masse. Bah, c'est sûr que Doha, c'est pas forcément une terre de sport. Ils investissent beaucoup dans le sport, et notamment à l'étranger, mais je pense pas que les habitants du Qatar soient très férus de sport, et notamment d'athlétisme. Non, je pense pas qu'ils ont cette tradition-là de ce sport. Et puis ce sera, je pense, encore plus catastrophique. Alors, ça fera peut-être venir plus de spectateurs, mais dans 3 ans, ils vont accueillir la Coupe du Monde de foot. Donc du coup, à voir l'état de remplissement des stades. Mais j'ai des doutes sur le fait qu'ils jouent à guichet fermé. Bon, alors on parle d'athlétisme. Il y a quand même une nouvelle qui a façonné l'année 2019. En termes d'athlétisme. Oui. Je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler. Je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Alors, c'est pas un temps qui est homologué, c'est ça ? Effectivement. Déjà, c'était peut-être pas sur un parcours en boucle, donc en ligne droite. Donc, ça marche pas forcément pour l'homologation. Je crois que les conditions de la course, si on peut appeler ça une course, étaient juste exceptionnelles, malgré tout. Un homme est enfin passé sous la barrière des 2 heures au marathon, ce qui est juste exceptionnel. Alors pour ceux qui se rendent pas forcément compte, un marathon c'est 42,195 km, ce qui veut dire que si une personne le court en moins de 2 heures, il court à plus de 21 km par heure. Oui, ouais, c'est ça. Et je mets au défi même les personnes qui font régulièrement de la course à pied, qui sont des habitués de la course à pied, aller sur un stade d'athlétisme et courir 100 mètres à 21 km à l'heure. Et puis, imaginez-vous courir ensuite un marathon à cette allure-là. Donc, c'est complètement démentiel. Et cette barrière mythique des 2 heures, ça fait des années qu'on en parle. Et voilà, maintenant, on vit dans une époque où un homme a couru le marathon en moins de 2 heures. Alors certes, c'est pas homologué par la Fédération mondiale d'athlétisme parce que la course s'est déroulée dans des conditions ultra optimisées pour le coureur. C'est-à-dire qu'il avait des lièvres qui se relayaient, ce qui est interdit par le règlement. Donc normalement, c'est des lièvres qui partent en même temps que l'athlète au départ du marathon et qui doivent aller le plus loin possible pour l'emmener. Et quand ils ont terminé, il n'y en a pas d'autres qui viennent les remplacer. Tandis que là, tous les 3 ou 5 km, ils étaient relayés. C'était des nouveaux lièvres qui venaient faire la course. Et pas n'importe quel lièvre. Et pas n'importe quel lièvre. Je pense qu'on avait vraiment les meilleurs coureurs du monde, du 5000, du 10 000, du semi-marathon qui servaient de lièvres. Je veux dire, quand c'est les frères Indenbrigtsen ou que c'est Julien Vanders ou d'autres coureurs de ce type-là qui sont tes lièvres, voilà, c'est que tu dois déjà être un coureur assez performant. Ouais. Hein. Et puis ensuite, tout était optimisé, du parcours qui était abrité du vent, qui avait quasiment pas de relance, avec un cycliste qui tendait le ravitaillement, donc pas besoin de ralentir lors d'une table de ravitaillement. Voilà, tout était optimisé pour courir à la bonne allure, avec encore une voiture électrique juste devant les coureurs qui donnait avec un laser l'allure idéale à courir pour passer sous ces 2 heures. Donc tout ça, c'est des choses qui sont pas possibles sur un parcours homologué, mais la performance humaine, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a un homme, quand même, au milieu de ces lièvres qui se sont relayés, qui est parti, qui a couru 42,195 km et qui l'a fait en moins de 2 heures. Donc voilà, la performance, maintenant on sait qu'elle est humainement réalisable. Il faut juste réussir à la placer sur une compétition officielle, mais à mon sens, ça va arriver dans peu de temps. Ça va arriver très vite parce que de toute façon, Eliud Kipchoge n'a pas l'habitude de courir jusqu'à présent des marathons en 2h05, 2h10, voire plus. C'est déjà un excellent coureur qui court pas loin des 2 heures sur une course officielle. Là, je parlerai pas d'une course en fait, je parlerai d'une sortie distance marathon où la barre des 2 heures a été franchie, mais comme tu l'as rappelé, c'était pas une condition de course. Tout était
fait pour cet objectif. D'ailleurs, je pense que c'était peut-être même un peu plus facile sur le circuit de Monza lors de la première tentative, parce que là, on était vraiment sur un revêtement fait pour la performance. Il n'y avait pas forcément toutes les, comment dire, pas les agressions, mais tous ces petits points d'attention qu'il peut y avoir sur un parcours en ville. Malgré tout, à Monza, ça n'a pas marché. Là, à Vienne, ça a fonctionné. Et comme tu le dis, il faut quand même souligner cette performance et le fait que l'homme peut courir en dessous de 2 heures. Ouais, c'est ça. Et la performance, ouais, elle est là. Et je pense que il a cassé une barrière quand même. Et je pense que maintenant, dans la tête des gens, dans la tête des athlètes, il n'y a plus marqué impossible. Et donc, du coup, maintenant qu'il n'y a plus marqué impossible, ça va se faire parce que combien de records ont été pulvérisés en quelques années après que le premier soit tombé, enfin la première barrière mythique soit tombée. On le voit souvent, passer sous les 2 heures, X heures pour quelque chose. Ça s'est passé aussi pour l'Ironman. Les premiers Ironman qui ont été courus en moins de 8 heures, c'était extraordinaire. Maintenant, quand on voit le nombre qui sont réalisés chaque année, voilà, c'est pas la norme encore parce que c'est vraiment très rapide, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont réalisés alors qu'avant on pensait que c'était impossible. Mais je pense qu'effectivement tout ça va venir avec la préparation physique, mentale et autres de l'athlète qui va avec. Quand tu franchis une barrière, quand tu réalises un record, tu es à même après d'expliquer quelle a été ta préparation et donc d'innover aussi de ce côté-là. Comme on l'a dit, que ce soit du point de vue de l'entraînement physique, peut-être que Monsieur Kipchoge va donner envie, comme l'a dit Pierre Morat, à tout le monde maintenant de faire des sorties. Eh bien, alors je donnerai pas une allure parce que ça n'a rien à voir, mais si on prend Eliud Kipchoge qui fait tous les matins ses 12 bornes à 5 minutes 30 au kilo, c'est l'homme le plus rapide du monde, pour ainsi dire. Imaginez-vous, coureurs amateurs, nous, quand on court à 5 minutes au kilo, c'est peut-être déjà notre vitesse de course, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on fasse tous les jours une sortie à 8, 9, 10 minutes au kilo. 7 minutes, voire plus long. Ouais. Donc voilà, et tous ces éléments que Eliud Kipchoge a intégrés dans sa préparation, maintenant il va pouvoir les expliquer, évangéliser son mode de préparation et donc donner des tips and tricks, des idées à tous les autres pour pouvoir améliorer encore leur préparation, qu'elle soit physique, mentale ou autre, et aller à la recherche de ce record sur une course homologuée. Ouais. Et puis on parle des chaussures Nike à $300 maintenant ou... Ouais, alors même si je suis pas certain que celles de Kipchoge soient uniquement à $300 parce qu'elles sont bien faites pour lui, moulées à son pied. Je pense pas que ce soit celles qu'on trouve dans le commerce à un tel prix. Non, mais... en l'occurrence, là pour cette course, Nike a utilisé un prototype qui est proche de celle qu'il utilisait notamment sur le marathon de Berlin où il avait déjà performé et battu le record du monde. Mais effectivement, c'est une évolution des Next Person, donc ils viennent après encore les Vaporfly qui apportaient 4% soi-disant de performance en plus. Donc le modèle suivant s'appelle Next Person, c'est-à-dire que c'est le modèle qui est censé aller chercher ce petit pourcent encore en plus de performance. Donc ça, c'est tout du marketing, mais cette chaussure est quand même pas mal décriée. On en a déjà parlé à quelques occasions. Est-ce qu'elle doit continuer à être autorisée en compétition ou pas ? Je crois que l'IAF a une séance de travail à ce propos bientôt pour savoir si c'est un avantage... certain. Ouais, c'est surtout si c'est un avantage qui est pas fair play en fait, d'utiliser ces chaussures par rapport aux autres athlètes. Donc la fédération internationale va se prononcer. Je pense qu'on va vivre la même chose avec ce type de chaussures qu'on a vécu un petit peu sur les combinaisons en peau de requin de nos nageurs qui effectivement faisaient des records exceptionnels. Alors il y a quand même le travail du nageur derrière, mais il semblait plus facile pour eux de faire un record avec ce type de tenue, de combinaison complète que sans. Et donc, on va très certainement vivre la même chose avec les chaussures de Kipchoge. Peut-être que la prochaine étape, ce sera de courir sous les 2 heures
mais pieds nus. Alors ça c'est effectivement un autre challenge, je pense. On peut rediscuter d'un tas de choses qu'on a évoquées lors de notre épisode sur le running minimaliste, mais ouais, je pense que ce serait plus compliqué pour Kipchoge d'aller chercher les 3 heures pieds nus. Ouais. D'ailleurs, effectivement, à la suite de l'épisode numéro 13 sur le minimalisme qu'on avait enregistré avec Bertrand Soulier et Thomas Dubois, eh bien, Kipchoge a battu ce record, enfin est passé sous les 2 heures. Il a fait des belles photos avec ses chaussures, et Bertrand n'a pas manqué de nous montrer que finalement notre discussion sur le minimalisme avec des chaussures ultra fines n'était peut-être pas dans l'air du temps, parce que ces chaussures de Nike sont plutôt imposantes en termes de semelle. Ouais, c'est des chaussures qui sont super légères, mais par contre c'est vrai que la semelle est vraiment épaisse, et puis là-dedans ils ont mis une lame de fibre de carbone pour donner de l'élasticité à la foulée. En fait, c'est surtout cet élément-là qui est pas mal polémique dans le milieu de l'athlétisme. Donc je pense pas que Kipchoge court en minimaliste. Donc, non, alors ça c'est certain que non. Hein. Donc la course pieds nus, on n'y est pas encore pour lui. Hein. Non. Bah il perdrait de l'argent, hein, parce que s'il se met à courir pieds nus, Nike, je pense qu'il verse plus le même montant à la fin du mois. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Écoute, Greg, je pense qu'on a bien fait le tour là de notre rétrospective 2019. Oui, je pense qu'on a en tout cas abordé les sujets qui nous tenaient à cœur et qui nous ont marqués sur cette année 2019. J'espère que l'année 2020 sera aussi riche. Très certainement. Je rappelle quand même que l'année 2020 est une année olympique. Donc, il devrait y avoir quelque chose à raconter. Oui, c'est ça. Puis comme je le disais, il y a plein encore d'autres événements qu'on va couvrir, ou en tout cas essayer de couvrir avec le podcast. Et puis on a plein de projets pour cette année, enfin pour l'année qui arrive, et plein d'ambitions personnelles aussi, chacun sur des nouveaux défis sportifs. Et... Effectivement. Toi, tu continues sur ta préparation Ironman, et notamment un petit triathlon qui devrait avoir lieu en Suisse, donc pas très loin de chez toi, et ça va être sympa. Oui. Et puis bah moi, c'est le signe de la reprise du triathlon depuis 10 ans où j'étais loin des bassins et des routes en vélo. Ma dernière tentative en vélo s'est soldée par une belle chute dont je me remets à peine. Donc effectivement, 2020 sera une belle année pour nous. Donc il y aura des choses là-dessus à raconter aussi. Ouais, effectivement. Chers auditeurs, avant de vous laisser partir, je vous invite quand même, comme toujours, à nous parler un petit peu de vous, nous éventuellement suggérer des idées que vous pourriez avoir de podcast, hein, ou des sujets que vous aimeriez voir élaborés, détaillés dans notre podcast. On a déjà quelques auditeurs qui nous ont fait beaucoup de retours, et on vous remercie toutes et tous. On va pas tous vous citer, mais en tout cas, on a noté toutes vos suggestions, et on ne manquera pas d'y répondre sur cette année 2020. Et puis, si on pouvait vous demander une seule chose, ce serait d'aller sur votre plateforme de podcast favorite. Si c'est Apple, c'est encore mieux, parce que ça va nous permettre non seulement de voir quels sont vos retours, et aussi de remonter dans les rankings et de continuer à diffuser la bonne parole un petit peu partout. Alors, je voulais prendre l'habitude ces derniers temps de faire à chaque épisode un petit retour sur les commentaires que l'on a reçus. Malgré tout, là, tu m'as perturbé, Greg. Je n'ai pas mon ordinateur, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour citer les commentaires de nos auditeurs chéris, mais en tout cas, on manquera pas de mettre un screenshot sur les show notes de cet épisode, et de vous partager les derniers commentaires. Encore une fois, on vous remercie toutes et tous pour cette belle année 2019 que l'on a passée avec vous dans vos oreilles, pendant vos entraînements, pendant votre boulot, pendant vos soirées au coin du feu, avec vos écouteurs qui diffusent la bonne parole du podcast de Nakan, et on espère vous retrouver très bientôt pour la saison 2 de l'épisode qui commencera en 2020. Voilà, exactement. Donc on vous retrouve dans le courant du mois de janvier, et puis d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez de très bonnes résolutions pour l'année 2020. Sportive, c'est encore mieux. Et puis on vous retrouve au travers de la saison 2 du podcast dès en mi-janvier. Mi-janvier, ouais. entre le 10 et le 20. Voilà. Bonne journée, bonne continuation, et à très bientôt. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.
Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.